Ainsi donc. À environ 160 km au nord de Cotonou, des habitations se profilent à l'horizon. Amas de toitures rouillées par l'air du temps. Dans des concessions, des femmes se parent de leurs plus beaux atours. Un rognier se dresse. Il est le symbole du pays qui nous accueille. Bienvenue à Agonlé-Huegbo. À l'ombre d'un arbre, des gamins jouent les prémices du hautbois, le tam-tam qui rythme aussi bien les pas de ceux qui ne sont plus que de ceux qui vivent. Bienvenue à Ayogo, le quartier des Yoruba. Des femmes s'affairent autour des marmites. Elles préparent à manger aux nombreux frères et sœurs rentrés au village pour la grande fête ancestrale. La ligne de départ de la saga ancestrale se prend devant une concession banale. Face à un collège de sages, l'on fait le point des offrandes à emporter devant le temple des Égons, le temple des ancêtres. Des noix de cola, quelques bouteilles de bière et de sucreries, puis une chèvre et une poule, tout de noir vêtus. Le rythme au bon se laisse entendre. Il est cette fois-ci joué par des virtuoses du tambour des selles. Un cortège s'ébranle. Les femmes en prennent la tête. Les hommes, avec leurs chapeaux gobi vissés sur la tête, brandissent de façon ostensible des chicottes. C'est la preuve de leur initiation au culte des Egungun, au culte des revenants. La procession poursuit sa marche. La cohorte d'enfants, de femmes et d'hommes finit par déboucher sur une place, celle du fétiche Oro. C'est ici que les fils d'Ayogo nous renseignent sur les circonstances et l'âge de leur installation à Agonlé. Nous, les Yoruba d'Agonlé-Huegbo, ne sommes pas des esclaves. Nous sommes tous originaires d'Oyo en terre nigériane. Vous savez, autrefois, à l'issue d'une guerre, le royaume perdant se devait de verser des butins au roi gagnant. Ainsi, le roi du Dahomey qui avait perdu la guerre l'ayant opposé au roi d'Oyo devait mettre à la disposition du roi d'Oyo, selon des échéances bien établies, 41 sacs de maïs, 41 sacs de mil, 41 bœufs, 41 jeunes filles, 41 jeunes hommes, etc., etc. Au bout d'un certain temps, le roi d'Oyo constata que le butin, pendant son acheminement sur Oyo, subissait beaucoup de pertes. Il prit alors la décision de faire désormais superviser l'acheminement du butin
par 2 de ses propres fils. Ces fils en question s'installèrent ici à Agonkwebo, sur une terre que leur a octroyée Yeto. C'est ainsi que nos ancêtres se sont installés ici à Agon. Avec sa forêt de chicotes, portée à bout de bras par les hommes, la possession atteint un autre temple, celui des Égons. C'est ici que les ancêtres, dans leurs tout nouveaux et plus beaux atours, apparaîtront aux fils et aux filles de la communauté qui, depuis des siècles, les vénère. Mais les ancêtres laissent durer le suspense. Seule la voix gutturale de Oya, le plus grand, le plus puissant, le plus vénéré des ancêtres, parvient à ceux qui l'avaient non seulement précédé dans la vie, mais aussi dans la mort. Puis, Oya invite ses enfants à le rejoindre dans son temple. Seuls les hommes y entrent, et pas n'importe quel homme. Seuls les hommes initiés. Le culte des Egungun est quelque part une affaire d'hommes, exclusivement d'hommes. Nous apprenons qu'ailleurs, des femmes vont au couvent. Ici à Ayogo, c'est impossible. Une femme peut être la présidente de l'association des femmes du couvent d'Oya, mais cela ne l'autorise pas à aller au couvent. Seuls les hommes vont au couvent d'Oya. Tu as beau être l'homme le plus riche de la terre, si tu n'es pas initié, tu ne peux mettre pied dans le couvent d'Oya. Tu dois être soumis au rite de l'initiation à la devanture du dit couvent avant d'y mettre pied. Et seuls les enfants d'Oya peuvent être initiés. S'il y a par exemple un enfant dont le père n'est pas d'Ayogo et qui a pour tuteur un originaire d'Ayogo, cet enfant ne peut être initié. Seuls les enfants garçons issus de notre sang subissent l'initiation. Si par exemple, tu es une femme originaire d'Ayogo et tu vas prendre un époux ailleurs et tu fais des enfants là-bas, tes enfants ne peuvent entrer dans notre couvent. Et la raison est toute simple. C'est le totem de chez leur père qu'ils doivent adorer. Quand le revenant doit sortir, ce sont ceux qui portent le titre de Bada qui disposent les sièges sur lesquels s'asseyent les revenants. C'est aussi eux qui disposent les perches qui servent à la délimitation de l'espace dans lequel les revenants doivent danser. Une fois la zone de danse délimitée, plus aucun homme ne peut enjamber les perches et entrer dans l'espace réservé aux revenants. Et c'est pareil pour les revenants. Notre revenant ne peut jamais tendre la main pour qu'on lui donne de l'argent. C'est l'application de ces différentes règles qui fait que les revenants sont de leur côté et les hommes de leur côté. C'est sur des mortiers que tous les revenants d'Ayogo s'asseyent. Et ces mortiers sur lesquels nos revenants s'asseyent, aucun fils d'Ayogo ne peut s'y asseoir. On ne peut pas dire « notre revenant est apparu, apportez-lui une chaise de valeur pour qu'il s'asseye ». Et après son départ, on reprendra pour que des hommes l'utilisent. Peu importe la qualité du mortier, il est peut-être tout vieux, notre revenant l'utilisera pour s'asseoir. Faisons de ces quelques règles notre bréviaire et plongeons à nouveau au cœur du spectacle à présent que les hommes initiés reviennent et joignent leur cœur à celui des femmes. L'apparition des revenants, pour ne pas dire des ancêtres, se fait imminente. Des groupes se forment
et se tiennent scrupuleusement derrière les perches. D'un côté, les Agba, c'est-à-dire les anciens initiés. À côté se trouve le groupe des Marios, c'est-à-dire les jeunes initiés. Djeonju, c'est le revenant gardien du temple. 4 jours plus tôt, il était apparu dans ses hardes. C'était pour annoncer au fils d'Ayogo le retour au couvent de ses autres compères, partis depuis des mois se faire coudre de tout nouveaux vêtements à Alaafi, le lointain et mythique village de l'ancêtre des fils d'Ayogo. Après l'annonce de ce retour, Djeonju partit à son tour à Alaafi pour se faire coudre lui aussi un nouvel habit. C'est alors en toute légitimité que le cerbère du couvent Egungun d'Ayogo prend la tête du défilé de mode du jour. À l'apparition de Djeonju, succèdent d'autres apparitions. Puis vient le moment suprême. Oya, l'ancêtre même des fils d'Ayogo, fait son entrée en scène. Bienvenue au corps de la cérémonie des Egungun à Ayogo. Comme à Ayogo, à Cotonou, à Porto Novo, à Ouida et dans bien d'autres grandes villes au sud et au centre du Bénin, le culte des revenants garde une place de choix dans les croyances religieuses. Nous sommes ici à Boïcon, la 4e ville béninoise. C'est jour de fête et les revenants sont en pleine démonstration. À Ayogo, Boïcon ou Cotonou, le rite des Egungun suit en théorie le même code. C'est dans la pratique que bien des différences et même des déviances s'observent.
Les revenants des grandes villes béninoises arborent la plupart du temps des coupes vestimentaires bien différentes de celles des revenants d'Ayogo. Dans les grandes villes béninoises, chaque couvent, omnibulé par le désir de voir paraître ses Egungun dans les plus belles parures, investit de faramineuses sommes. De riches velours, de splendides tentures, d'énormes quantités de coquillages et de perles qui brillantes se mettent à contribution pour que les ancêtres apparaissent toujours au top de la mode. Une rivalité inavouée s'installe entre les différentes collectivités adoratrices d'Egungun et l'imagination des modélistes s'embrase. Les Egungun apparaissent dans les coupes les plus extravagantes. Un sens inné du spectacle se note dans l'attitude de bon nombre de ces revenants. À Bohican, Cotonou, Porto Novo et bien d'autres villes béninoises où se pratique le culte des revenants, bien des déviances s'observent. Notez qu'ici, il n'y a aucune délimitation entre le monde des vivants et celui des revenants. Les humains défient alors à loisir les Egungun. Ils les invitent à des courses-poursuites et des fois, les Egungun se prêtent au jeu et les pourchassent. Les revenants poursuivent les vivants jusque dans leur dernier retranchement. Dans ces courses-poursuites, il arrive bien souvent qu'un des interdits cardinaux du culte Egungun soit violé. Le pagne du revenant touche les humains alors qu'il ne le devrait pas. Il ne le devrait jamais. Une fois installés dans cette promiscuité, revenants et êtres humains se livrent à des scènes très iconoclastes.
ancêtre, revenu à la vie sous forme d'un nain, déploie sa virtuosité de grand danseur. Puis, le comble. L'irréel se produit. À Cotonou, Boïcon, Porto Novo et dans bien d'autres grandes villes béninoises, l'on ne se sert pas toujours du Yoruba pour parler des affaires de revenants. Tel que les choses se passent ne nous honore pas du tout. C'est pour cela que nous avons décidé de reprendre les choses en main, pour que le gouvernement ait la paix et qu'on arrête de dire par-ci par-là que les revenants font du désordre. Comment peux-tu être dignitaire du culte des revenants et aller encore à la mosquée? Non, tu vas prier à la mosquée. Tu sors de la mosquée et tu rentres au couvent. Et c'est pour éviter cet état de choses que désormais celui qui n'est vraiment pas concerné par le culte des revenants, de par son ascendance, ne peut plus se prévaloir dignitaire du culte. Nous pratiquons l'authentique culte des revenants. Que ce soit notre femme ou notre enfant qui transgresse les lois, s'il faut que mort s'en suive, mort s'en suivra. C'est pour cela aussi que seuls les initiés vont à notre couvent. Et les chants qui embrasent le public et font virevolter les Egungun, loin d'être en Yoruba, le latin du culte des revenants, sont beaucoup plus empruntés au répertoire fon. Voilà des images bien iconoclastes de ce qu'est devenu le culte des revenants dans la plupart des cités urbaines et même dans certaines agglomérations rurales de la terre béninoise. Le culte des revenants se désacralise et de plus en plus prend place au rang des activités ludiques que la société s'offre. Pour remonter et boire à la source de l'authentique culte des Egungun, remontons à Ayogo. Pour des siècles et des siècles, le culte des revenants restera toujours sacré pour nous. Le culte de nos ancêtres, nous ne l'avons pas acquis avec de l'argent. Nous sommes des fils de revenants. C'est les revenants qui nous ont engendrés. Les autres revenants que vous voyez partout, d'ailleurs, ils sont aussi des revenants. Je n'en dirai pas plus. Ils sont des revenants. Mais il faudra quand même distinguer les revenants mendiants des nôtres qui sont l'essence même de notre vie, de notre mort. C'est pour cela que l'on ne peut s'approcher d'eux et les revenants non plus ne peuvent s'approcher des humains. En dépit des altérations que subit le culte des Egungun dans bien d'autres contrées de la terre béninoise, en dépit du fait que bon nombre de fils d'Ayogo aient fait de grandes études et occupent de hautes fonctions, aussi bien dans l'administration d'État que dans le privé, à Ayogo, le culte des revenants n'est jamais descendu de son piédestal sacré.
Les hommes de Ayogo ont beau adorer les revenants, ils ne sont pas pour autant à l'abri des affres de la mort. Il y a au total 7 collectivités qui forment le quartier d'Ayogo. Et quand il arrive qu'un des fils de l'une des collectivités décède, peu importe qu'il soit musulman, protestant ou animiste, ce n'est pas le seul et unique rite des funérailles propre au fils d'Ayogo que l'on l'enterre. Lorsque dans une famille, il y a un décès, le chef de la famille éplorée envoie quelqu'un l'annoncer au chef des croque-morts d'Ayogo. Après quoi, le chef des croque-morts se rend dans la famille éplorée et on lui indique l'endroit où la tombe sera creusée, puis les croque-morts se chargent de la creuser. Une fois la tombe apprêtée, commencent les funérailles proprement dites. Elles débutent par une veillée qui se tient dans la maison funèbre. Tous les fils d'Ayogo assistent à cette veillée. Et quand il s'agit de la veillée funèbre d'un dignitaire du couvent d'Oya, même des revenants font leur apparition au cours de la veillée. Le lendemain, les revenants sortent. Oya apparaît et va faire des cérémonies sur le tombeau du défunt. Pour que l'âme d'un défunt rejoigne Allah Afi, le village mythique des fils d'Ayogo, et y reposer en paix, Oya, le plus grand des revenants, se doit de présider ces cérémonies funéraires. Le rite funéraire constitue à Ayogo l'un des pôles les plus importants du culte qui lie les vivants à ceux qui ne sont plus. Puis, les membres de la famille éplorée font des offrandes à Oya. Ils font aussi des offrandes aux autres revenants et à tous les hommes et femmes qui se sont rendus à leur domicile pour les consoler. Quelques bouteilles de boisson, de l'argent, des colas, des biscuits. Et lorsqu'un fils d'Ayogo décède, c'est toute une chaîne de cérémonies qui participe au transfert de son corps et de son âme à ceux qui l'ont précédé dans l'autre vie. Après tout ceci, les croque-morts procèdent à l'enterrement dans la soirée. Autrefois, quand il n'y avait pas de cercueil, on attachait le cadavre dans un linceul que l'on recouvrait d'un autre paille, et dès que l'on voit, l'on sait qu'il s'agit d'un cadavre. Aujourd'hui, que l'on enterre avec des cercueils, les croque-morts laissent le cadavre dans une chambre et après avoir obtenu l'autorisation des sages, font un simulacre de cadavre que l'on appelle Eye. Et c'est ce simulacre de cadavre qu'ils prennent et le remettent au groupe des femmes qui, à l'aide d'un pagne, ventilent le supposé cadavre jusqu'à l'eau. Une fois que les revenants font leur apparition, plus personne ne doit toucher le Eye, c'est-à-dire le simulacre de cadavre. Aussi bien la présidente de l'association des femmes du couvent d'Oya que le chef des croque-morts délègue chacun un gardien pour surveiller le Eye qui, là, symbolise le défunt. Quand vient le soir, s'il s'agit d'un homme mort, on va prendre un coq. S'il s'agit d'une femme, une poule. L'on désigne une personne. Et c'est toujours une fille qui attache bien son pagne, car le pagne ne doit pas se dénouer.
et elle plume le coq ou la poule sur le hayet et fait ainsi le tour de la maison. C'est après tout ceci que l'on va enterrer le hayet. S'il s'agit de la toute dernière cérémonie appelée Ilebou, le chef de la collectivité éplorée avertit les sages qui à leur tour demandent au chef des croque-morts d'envoyer des enfants avec des souches de branches de palmier pour damer la tombe et en recevoir des giclées sur le corps. Puis, les enfants vont se laver à la source. Et du retour de la source, on leur donne à manger de la pâte d'haricot, de l'acassa et du haricot avec du maïs. C'est ainsi que se font certaines de nos cérémonies funéraires à Ayogo. Ici, l'on s'apprête à sacrifier des moutons sur une tombe. Je ne vous invoque pas pour le mal. Je vous invoque pour le bien, pour la santé, pour l'argent, pour la maternité. C'est la cérémonie que l'on fait pour les morts de la tradition à laquelle tu avais appartenu qu'on te fait. Un rite banal en apparence, mais chargé de tension pour qui sait ce qui pourrait s'en suivre au cas où. Seule une femme de la maison est habilitée à faire des libations sur la tombe. Et quand cette femme est en harmonie avec les mœurs et coutumes de la maison, et s'il n'y a pas aussi des dissensions entre les autres membres de la famille, dès que l'on projette les noix de cola sur la tombe, elle se présente dans les positions idéales. Dès lors, quand on donne la feuille à brouter au mouton, il s'en saisit sans tarder. Au cas où le mouton refuserait de brouter la feuille qui lui est tendue, l'on doit suspendre la cérémonie et consulter immédiatement l'art divinatoire qu'est le Fa afin de connaître les tenants et les aboutissants d'un tel refus. À l'occasion des funérailles, la plupart des membres de la famille éplorée rentrent au village. Et Oya, le grand régisseur de la vie de Ayogo, sait bien se saisir de ces moments douloureux pour parler au cœur de ses enfants. Parole de sagesse pour consoler, mais aussi pour ramener dans le droit chemin les filles et les fils de la famille éplorée qui ont une tendance à la transgression des interdits. Gania et Raïma sont deux jeunes femmes natives d'Ayogo. Elles résident à Cotonou et sont aujourd'hui au village pour les cérémonies funéraires de leur grand-mère. Mais elles ont oublié qu'à Ayogo, le respect de l'aîné est chose sacrée et ce matin même, avant que Oya n'apparaisse, elles s'étaient disputées avec leur tante. Les voici dans le box des accusés.
Agbouro, le revenant que l'on appelle communément à Yogo le premier ministre de Oya, dirige l'audience. La sentence est claire et évidente. Gania et Raïma doivent présenter des excuses à leur tante et subir en public un châtiment corporel afin de servir d'exemple aux autres transgresseurs d'interdits qui se cacheraient peut-être encore dans les rangs. Le châtiment est bref, mais les visages larmoyants des deux jeunes femmes témoignent fort de la douleur ressentie. Un grand soulagement se lit aussi dans leur visage et dans toute l'assistance. Le soulagement que leur châtiment corporel est désormais du passé. Mais enfin maître du suspense, Agbouro se rend compte de quelque chose et tient à en parler à l'assistance et aux deux jeunes femmes. Un homme se lève. C'est lui l'adjoint du chef de la famille à laquelle appartiennent les deux jeunes femmes. Il veut intercéder auprès de Agbouro pour la jeune femme. Les lamentations de cette dernière se font de plus en plus lancinantes et cela agace un de ses aînés qui sait qu'à Yogo, l'on ne discute pas les décisions des ancêtres, des égons. L'aîné prend alors la décision de rappeler ou d'inculquer en public à sa sœur cadette cette autre notion de la vie à Yogo. Si tu commets une faute, il n'y a pas à considérer que tu es femme ou homme. Si c'est une femme, on te fixe une amende de mouton, de poulet, de boisson. Et si tu es un homme, c'est pareil. Tu es amendé. Si tu es une femme et tu ne veux pas vite payer l'amende, on va te mettre au banc de la communauté. Si tu vas au marché, plus personne ne peut te vendre. À la source, personne ne te chargera ta bassine d'eau. Si tu es un homme, personne ne va te saluer. Si tu vis bien les malheurs d'une telle situation, tu finiras par te rendre. Si tu traînes, ce qui est 2 poulets deviendra 3 moutons.
Ainsi va la vie à Ayago. Mais chaque fois que les Egungun apparaissent et que résonnent le tambour et les chants dédiés à leur gloire, les rues et maisons d'Ayago se désertent. Hommes et femmes se précipitent de joindre leur voix au cœur de ceux qui célèbrent et adorent Oya. La vénération qui ici se voue aux Egungun n'est que l'expression de la gratitude des hommes à l'égard des ancêtres. Quand les revenants sortent, nous n'allons pas au marché. Mais quand nous allons au marché suivant, nous faisons des bénéfices comme jamais nous n'en faisons. Oya, c'est un héritage de nos ancêtres. Oya ne maudit pas. Oya est une mère. Il dit que c'est à cause de ses enfants qu'il a passé la frontière et traversé les cours d'eau pour être ici. Si tu te tues, ne dis pas que c'est Oya qui t'a tué. Si tu fais du bien, tu le fais pour toi-même. Mais toi qui vas voir à la Pini, qui transmet ton désir, tu seras satisfait. Si tu n'as pas d'enfant et tu le demandes à Oya, il t'en donnera. Si tu fais du commerce et tu n'es pas malchanceux depuis les entrailles de ta mère, Oya t'aidera à fructifier tes affaires. Quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, par exemple, et ses collègues l'envient et veulent l'empêcher d'évoluer. S'il se confie à Oya et dit « Oya, là où tu m'as mis et j'arrive à gagner un peu d'argent pour te faire des sacrifices, on veut m'enlever de là. » Oya l'aidera à maintenir son poste. En définitive, faire le bonheur de tout chacun de ses enfants et assurer la cohésion de toute la communauté sont les principes cardinaux qui sous-tendent la pratique du culte des revenants à Ayago. À Ayago, excepté la barrière des perches, il n'y a à peu près pas de frontière entre le monde des vivants et celui de ceux qui ne sont plus. Et il est normal que quand on vit dans une telle promiscuité avec les morts, l'on puisse bénéficier de quelques privilèges, ne serait-ce que celui de voir une dernière fois son parent défunt mouvoir, quand il y a bien des jours, voire des mois ou des années que la mort l'avait figé et pourri à jamais son corps.
Il est minuit. Mais loin d'être dans leur lit, les membres de la famille Orekan sont devant le temple des Égons. Puis vient le moment solennel. La porte du temple s'ouvre. Agboor s'écarte. La famille Orekan revoit pour une dernière fois la grand-mère défunte et un autre membre de la famille mort depuis un certain temps déjà apparaître dans leur linceul blanc. Puis, la porte du temple se referme, cette fois à jamais sur les formes fantomatiques. Oya et sa suite rentrent sans tarder au couvent. Les hommes et les femmes se précipitent aussi de quitter les lieux pour ne point entraver de leur corps humain la marche de ceux qui ne sont plus. La cérémonie nocturne d'adieu aux âmes marque pour une grande part la fin des cérémonies funèbres consacrées à chaque défunt de la communauté Yoruba d'Ayogo. À Ayogo, l'homme n'est presque rien sans les revenants. Ils œuvrent pour que des femmes donnent vie. Et il leur arrive aussi de porter en terre ceux dont les yeux se sont à jamais fermés et dont les esprits germeront un jour pour donner peut-être corps à d'autres revenants. Ayogo, terre des hommes et des femmes qui, en dépit des tempêtes ravageuses du modernisme, hissent toujours de plus en plus haut l'étendard de leurs croyances ancestrales. Sur l'océan tumultueux, où le snobisme fait dériver bien des barques de la culture africaine, Oya, entouré de tous ses arrière-petites-filles et petits-fils, tient bon le gouvernail et l'embarcation Ayogo avance en toute sérénité. Pour procéder au tournage de ce film, nous avons entrepris bien des démarches avant d'y être autorisés. Pourtant, au jour de la grande fête ancestrale, à l'apparition de Oya, dans sa toute belle toge pourpre, ne serait-ce que pour quelques secondes, notre caméra, qui continuait cependant d'enregistrer le son, arrêta d'enregistrer les images, précisément celles de Oya. Techniquement, cela ne s'explique. Alors notre cadreur s'écria « Oya, nous ne faisons qu'exécuter vos ordres. » Et sans autre forme de procès, l'enregistrement d'images reprit. Simple coïncidence ou démonstration de puissance. Nous préférons ne pas répondre. L'existence de ce film, preuve tangible de l'esprit d'ouverture d'une communauté, est le témoin de ce que, en Afrique et plus précisément en terre béninoise, des hommes et des femmes, au cœur même des lubies propagandistes, des valeurs et des croyances religieuses importées, savent encore arborer les couleurs, cantiques et croyances à eux léguées par le père de leur père. Oya, chacune de vos apparitions ressuscite en moi les vers du poète. En Afrique, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule, dans le feu qui brûle. Voyons mon balance,
Théodore Béanzin. Théodore Béanzin. Béanzin, Théodore Béanzin. Alors, je dois mon son ton gris tonton. Béanzin, Théodore Béanzin. Béanzin, Théodore Béanzin. Africa.